Ça a été une période un peu traumatisante et ce qui s'est passé dans cette voiture, je pense que je m'en souviendrai un peu toute ma vie. À mon âge, je n'aurais jamais dû vivre ça. Révélée au grand public en 2018 avec sa participation à The Voice Kids, où elle était finaliste, Carla Lazzari a représenté la France à l'Eurovision Junior avec le titre Bim Bam Toi. Des années durant lesquelles elle a découvert les joies de la célébrité, mais aussi les malheurs qui l'accompagnent. Des moments difficiles que l'on n'a pas vus et qui sont encore plus durs à surmonter lorsque l'on n'est encore qu'une enfant ou une adolescente. Aujourd'hui âgée de 20 ans, Carla Lazzari raconte dans son livre Ma vérité les moments sombres qu'elle a traversés et sa reconstruction. Un témoignage bouleversant et plein de résilience que la chanteuse a accepté de partager dans En privé avec. Bonjour Carla Lazzari, merci d'avoir accepté notre invitation pour En privé avec. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de votre livre Ma vérité. Ma première question va être très simple. Pouvez-vous nous dire ce qui vous a poussé à écrire votre livre et comment est né ce projet? Je pense que ce qui m'a poussée à écrire ce livre, ça a été pour moi l'envie de fermer un chapitre de ma vie qui a fait tout le début de ma carrière. Écrire ce livre, ça a été essentiellement une thérapie en fait pour moi, pour avancer justement dans la suite. Et aujourd'hui, j'écris avec ce duo un nouveau chapitre pour moi et je me voyais pas le commencer sans avoir terminé l'autre. Et en fait, ça a été une évidence. J'y ai pensé il y a 3 ans. Et c'est un projet qui s'est concrétisé il y a 1 an. Et en fait, parce que je m'en pensais capable et je pense que c'était le bon moment aussi. Je pense que dans la vie, des fois, il y a des étoiles alignées. Et à ce moment-là, les étoiles, elles étaient alignées et je pense que j'étais prête et j'avais fait le deuil de tout ça surtout. Vous parlez d'un deuil, vraiment d'un deuil. Ouais, je parle d'un deuil parce que je pense que quand on a fait face à une telle emprise pendant 8 ans de sa carrière, et c'est un peu comme un deuil. C'est comme une relation toxique, c'est comme la mort d'un proche. Je pense qu'il faut vraiment faire un deuil parce que moi j'ai toujours été formatée, j'ai toujours commencé la musique comme ça et en fait ça m'a bercé tout au long de ma carrière et donc aujourd'hui se retrouver seule, ça a été aussi dur et ça a été un deuil sur le long terme. Certains pourraient vous dire que le faire à 20 ans, c'est très jeune. Qu'est-ce que vous leur répondriez? Je crois que c'est vrai. Quand j'ai annoncé que j'allais faire mon livre, on m'a dit « mais tu vas pas faire une autobiographie à 20 ans, Carla, c'est pas possible. Enfin, une autobiographie, tu le fais à la fin de ta carrière. » Mais je trouvais ça ambitieux et à la fois, ce que j'ai vécu depuis 10 ans, je l'ai vécu et aujourd'hui j'ai que 20 ans. Pour moi, c'était important de le faire maintenant parce que justement, je pense que j'avais des choses à dire, j'avais des choses à raconter. Ma communauté, c'est essentiellement des jeunes et j'avais envie de leur transmettre en fait cette prudence et les inciter justement à faire attention. Quand ils ont un rêve, il ne faut pas faire son rêve et être prêt à tout encaisser en fait juste pour son rêve. Et au final, il faut être quand même sur la retenue et mettre une barrière et être surtout bien entouré. Donc je vais reprendre un petit peu la chronologie de votre livre. Ça commence par L'enfance pas comme les autres et puis The Voice Kids. Très rapidement, vous dites à 4-5 ans, vous n'êtes déjà plus une petite fille comme les autres. À quoi ressemblait votre quotidien à cette époque-là? C'est très très jeune. C'est vrai qu'à 4-5 ans déjà, pour moi, j'étais pas une petite fille comme les autres parce que j'étais en sport-études danse. C'était un milieu qui nécessitait une grande rigueur parce que j'étais au conservatoire, donc forcément, mon quotidien c'était l'école, la danse. Même le samedi matin, j'allais à la danse. J'ai toujours été bercée dans cette rigueur-là de vie et donc du coup, forcément, les anniversaires avec les copines le samedi après-midi, il n'y a pas. L'hygiène de vie parce que j'avais un régime alimentaire hyper strict dès mon plus jeune âge. Ça ressemble à quoi? À partir de 5 ans, c'est des légumes, du riz, des pâtes, c'est pas de confiserie, c'est pas de soda, c'est une hygiène de vie un peu irréprochable. Donc déjà, je ressentais à ce moment-là que j'étais pas une petite fille comme les autres. On arrive le 23 août 2014, vous venez de fêter vos 9 ans et vous découvrez la première saison de The Voice Kids. Vous décidez de tenter l'aventure, mais vous traversez un premier échec. Vous vous lancez alors pleinement dans le monde des concours, qui est un monde particulier. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous décrire qu'a été ce monde des concours? C'est vrai que pour moi, The Voice Kids, c'était un peu mon rêve. La première fois que j'ai fait The Voice Kids, j'ai pas été prise. Et donc du coup, après, en fait, pour moi, c'était inenvisageable que je fasse pas The Voice Kids. Je pense que c'était mon côté vraiment déterminé qui voulait pas lâcher. Et en fait, j'ai commencé à me lancer dans le monde des concours. Ma maman avait créé un concours de chant, donc j'avais commencé par ces concours-là. C'est une étape assez particulière dans le sens où tu es tout le temps jugée, tu es tout le temps en compétition. Mais à la fois, ça m'a appris aussi la rigueur. Donc pour après The Voice Kids, ça m'a beaucoup aidée. Et donc du coup, ouais, ça a été une période de ma vie où en fait, j'étais prête à tout pour vraiment arriver aux auditions à l'aveugle de The Voice Kids. Et j'ai bien fait au final. Effectivement, en arrivant en 2017, Bruno Berberès vous propose de repasser les auditions à l'aveugle. Vous l'appelez votre deuxième papa dans la musique. Patrick Fiori se retourne et vous choisit.
C'est alors que l'emballement débute, notamment sur les réseaux sociaux, et le premier même commentaire négatif arrive. Comment vous vivez tout ça? À l'époque où j'ai fait The Voice Kids, c'était vraiment The Voice, c'était un peu l'événement. Il n'y avait pas beaucoup d'autres émissions en concurrence. Quand vraiment on passait à la télé à The Voice Kids, il y avait vraiment un avant-après, où d'un coup, il y a ton compte Instagram qui passe de 0 abonné à 10 000 abonnés. Et à l'époque, c'était énorme. Et donc, du coup, c'était une très belle période et ça m'a beaucoup appris surtout à prendre confiance en moi. The Voice Kids, ça a été très formateur. Ça m'a beaucoup aidé de prime en prime à me libérer, à me dire, c'est là où je veux être. Je veux être toute ma vie sur scène. À 14 ans, vous représentez la France à l'Eurovision Junior avec le titre Bim Bam Toi. Lors de la prestation pour le jury, vous racontez dans votre livre que malheureusement l'écran ne s'allume pas comme il aurait dû s'allumer et que c'est un peu la catastrophe. Finalement, vous finissez 5e et vous trouvez que c'est une injustice à ce moment-là. Après plusieurs années de recul, est-ce que vous trouvez toujours que c'est une injustice? C'est vrai que ce moment, il reste un peu en moi parce que pendant l'Eurovision, en fait, on sait à quel point les prestations des jurys filmées la veille, c'est les prestations les plus importantes parce que c'est là où le jury vote. Ils votent pas le jour J, ils votent la veille. Et j'étais parmi les favorites et je me rappelle de ce moment où en fait moi je fais ma prestation et on retourne en coulisses et en fait forcément chaque prestation à chaque fois elle est filmée. Faut savoir pendant 10 jours, toutes nos prestations on les regarde et on va modifier vraiment le bras qui va là, vraiment tout est minuté. Et donc à ce moment-là, quand sur 2 secondes, tu as un plan noir qu'on a minuté pendant 10 jours, à ce moment-là, c'est une injustice. Surtout qu'on ne veut pas, on me laisse pas refaire la prestation. Et donc du coup, je me trouve handicapée par rapport aux autres. La victoire, petit à petit, me passait un peu sous le nez. Je l'ai vraiment vécu comme une injustice à ce moment-là parce que forcément, t'as 13-14 ans, c'est le rêve de ta vie. Et maintenant, je me dis, c'est pas la fin du monde. Il y a pire dans la vie. Il y a eu une suite à cette histoire, c'est ça qu'il faut retenir aussi, c'est que finalement, Bim Bam Toi a été un carton en France, mais aussi à l'international, donc même après l'Eurovision. C'est vous-même qui le racontez, la chanson se retrouve aussi au cœur d'un bad buzz. Avec Juju Fit Cats, et vous en reparlez vous-même dans votre livre, en disant que ça reste avant tout une belle histoire de solidarité. Le retour à la réalité après l'Eurovision, c'était mitigé. Et il est arrivé Juju Fit Cat dans ma vie qui a fait ce TikTok sur Bim Bam Toi. Et en fait, je crois qu'elle a senti à ce moment-là que c'était un énorme bad buzz parce qu'elle aussi l'a vécu. Et en fait, j'ai trouvé ça beau parce qu'on s'est soutenus mutuellement. Dans ce moment noir, en fait, il y a une petite lumière. Et elle m'a beaucoup soutenue à me dire mais rationalise, t'as vu tout ce que tu as fait, c'est exceptionnel, t'es allée à l'Eurovision, t'as fait ça. Et en fait, c'est vrai qu'elle m'a aidée en fait à savourer aussi mon rêve et pas me dire en fait, comme on me le disait souvent, c'est une honte à la France cette chanson. Tu n'aurais jamais dû représenter la France avec ce titre. Pour les gens, c'était un titre ridicule. Donc ça a été dur pour moi de me dire que en fait, je ne l'étais pas, que je n'étais pas ridicule. Vous enregistrez votre premier album, L'autre moi, et c'est le moment où cela commence à ne plus aller. Vous écrivez « Je m'éteins à tout petit feu ». Comment vous sentiez-vous à ce moment-là? Quand je rentre de l'Eurovision, je commence à m'éteindre un petit feu, mais parce que je sens que la pression, elle est grande. Tout ce que je ne dis pas, il s'imprime en moi au final, et que ça laisse des séquelles. Et en fait, c'est dur de retenir toute cette haine que tu subis au collège, au quotidien, sans pouvoir en parler. Les seuls moments de bonheur que je vivais, c'était les moments sur scène, mais ils devenaient très courts parce que j'avais beaucoup plus de moments de négativité. Tu n'as pas le droit de te plaindre, tu n'as pas le droit d'en parler. Et ce qui a été le plus dur, c'est de ne pas en parler, de garder tout ça pour moi, parce qu'au final, ça te ronge de l'intérieur. Et avec le recul aujourd'hui, je me dis, mais être aussi jeune et démarrer la musique, je pense pas qu'on est prêt à avoir autant de pression à 13 ans sur nos épaules. Notamment, vous restez une petite fille qui va au collège, vous le redisiez tout à l'heure, après 15 jours d'absence, vous retournez au collège et vous écrivez « Aimer à l'extérieur, détester ici ». Et à ce moment-là, vous n'en parlez pas à vos parents, mais à une amie qui, elle, du coup, en parle à vos parents. Et c'est là que le mot harcèlement émerge pour la première fois. Mais pour vous, vous n'êtes pas harcelé. Pour moi, c'était les autres qui se faisaient harceler. Ça pouvait pas être moi, sachant que je vivais un rêve fou, en fait. J'étais complètement dans un déni. Peut-être que ça allait être qu'une passade. Et en fait, cette passade, elle a duré quand même très longtemps. Elle a duré de ma 4e à ma 2e. Et j'ai décidé d'en parler à cette copine quand j'étais en 3e. On en a parlé à ma maman. À ce moment-là, je lui en ai pas voulu sur le moment, mais je me suis dit pourquoi elle a répété? Parce que je vais devenir vraiment la balance, quoi. C'est ce qu'on nous disait. T'en veux un peu, mais à la fois, je la remercie aujourd'hui. Parce que sans elle, cet enfer, il se serait pas arrêté. Et forcément, j'étais devenue la balance du collège, mais ça a aussi aidé mes parents à prendre des décisions. Et j'ai après arrêté l'école en physique et je suis allée
à l'école par correspondance. Comment ils ont accueilli votre livre, justement? Je pense qu'il y a eu plusieurs phases. J'ai eu ma maman qui a accueilli ce livre. La première fois qu'elle a lu, elle m'a appelée en pleurant parce que elle a appris beaucoup de choses que je ne lui avais pas dit. Mon papa, je sens qu'il a essayé de faire un peu le fier. Ça m'atteint pas, mais je sens quand même que ça m'atteint. J'ai eu beaucoup de discussions avec eux pour les rassurer parce que, en fait, ils peuvent pas s'en vouloir. Je pense qu'il y a beaucoup du coup de non-dits qui ont fait qu'ils ont plus compris certains comportements que j'ai eus, certains moments où j'avais besoin d'être seule, les moments où j'avais besoin d'indépendance aussi. Ils n'ont pas compris au début quand pendant Danse avec les stars, je suis partie vivre seule à Paris, pourquoi j'étais si bien avec cette indépendance. Et je pense que c'est le fait d'avoir été enfermée avec tellement d'équipes sur moi que le fait de se retrouver au bout d'un moment seule, tu as l'impression d'être libérée au final. Il y a un autre pilier dont vous parlez dans votre livre, et c'est très émouvant, c'est votre arrière-grand-mère que vous avez perdue pendant la pandémie. Vous écrivez « Elle était tout pour moi ». Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire de là où elle vous regarde? Elle a eu un rôle de deuxième maman, parce que mes parents, ils se sont séparés. Et quand j'étais chez mon papa, c'était un peu ma deuxième maman. Et c'est elle qui m'a donné le goût surtout de la musique avec mes parents. Parce que mes parents faisaient de la musique, mais c'est elle qui m'a initiée à ça. Et on se faisait des après-midi karaoké chez elle. Et c'était les plus beaux moments parce que c'était des moments où justement je m'évadais. Et à la fois, elle m'a appris la rigueur. Elle m'a appris le fait de ne jamais rien lâcher. Et je me rappelle de ces mots qu'elle m'a dit quand elle est décédée parce que j'ai eu la chance de lui tenir la main jusqu'à son dernier souffle. Elle m'a dit « Aujourd'hui, je te passe mon flambeau, tu vas porter la famille. » Et j'ai senti que ça allait être une énorme responsabilité pour moi parce que ma grand-mère, c'était une femme si forte que pour moi, ça allait être dur de lui succéder. Tout ce qu'elle m'a dit là, je vais le prendre en moi et je vais le mettre dans ma musique et je ne vais pas abandonner. Et j'étais très déçue quand à l'Eurovision, vu qu'elle était malade, elle ne pouvait pas venir avec moi. Et je me rappelle à la fin voir ses yeux émerveillés quand j'ai reçu mon premier single d'or parce qu'elle a vécu quand j'ai reçu Bim Bam Toi. Et je me rappelle de ses yeux et je me suis dit, je vais tout continuer pour elle. Cette période, c'est aussi celle du premier amour, premier amoureux, première rupture. Vous avez 14 ans et vous écrivez « Je m'en rappellerai toute ma vie ». Un chagrin d'amour que vous n'avez pas pu digérer comme tout le monde. Pourquoi? C'est vrai, 14 ans, premier amour. Pour moi, un chagrin d'amour que je ne pouvais pas digérer comme tout le monde parce que c'était un peu un amour caché. Moi, j'ai toujours été très pudique sur ma vie privée. Pour moi, c'était ce qui m'appartenait et il ne fallait pas que je le montre aux yeux du monde. Généralement, quand tu vis une rupture d'un premier amour, bon, même si on sait toujours que ça passe, mais quand tu as 14 ans et que tu es dans le déni et tu te dis « Non, mais c'était l'homme de ma vie » et tout, c'est assez compliqué de se retrouver en plateau télé tout le temps et de se dire je peux pas être dans mon lit avec ma couette et regarder mes Netflix avec mes pop-corn. Je dois être tout le temps souriante et au final, en fait, du coup, le deuil a pris plus de temps que prévu parce que forcément, au lieu que ça prenne 6 mois, ça prend 1 an. Et suite à cette rupture, vous écrivez vous êtes trouvée de plus en plus laide. Faire des fixettes sur la moindre partie de votre corps, ne plus vous supporter, donc c'est assez fort quand même ce que vous écrivez. Vous avez souffert de troubles du comportement alimentaire et même dans l'introduction, vous écrivez que cette destruction est passée par la nourriture, boulimie, anorexie. Après ça a été mon rapport à la nourriture, il était assez difficile, mais je pense que c'était pas forcément lié à cette rupture. Ça a été surtout tout ce que je ne disais pas qui était intériorisé, qui faisait que je voulais me condamner moi. J'avais plus faim, je me privais de manger, ou sinon j'avais des périodes où du coup, vu que je mangeais pas, j'étais affamée, donc je mangeais beaucoup. Et à la fois, je me rappelle mes parents à chaque fois qui me disaient « Mais Carla, tu manges rien, mange s'il te plaît ». Et je leur disais « Mais si, j'ai beaucoup mangé à la cantine ce midi, papa, maman ». Vous inquiétez pas, franchement, juste j'ai beaucoup mangé là, j'ai pas faim et tout. Et en fait, heureusement qu'il y avait ma maman qui, mère italienne, qui me faisait les plats de pâtes et qui m'aidait aussi parce que, à ce moment-là, j'ai eu un déclic quand j'ai fait une émission et je me suis retrouvée vraiment squelettique à ce moment-là. J'avais perdu 10 kilos et j'étais vraiment, j'avais perdu en fait un peu les muscles. Je me sentais fébrile à ce moment-là. Les troubles du comportement alimentaire, ça me rongeait vraiment au plus profond de moi, donc en fait il fallait que j'aille voir les bonnes personnes. Je suis allée voir une nutritionniste qui m'a vraiment réappris vraiment mon rapport à la nourriture, qui m'a aidée à mettre une balance jetée à la poubelle parce que je n'ai plus de balance chez moi. On m'a toujours dit que physiquement il fallait que je sois parfaite. En fait mon physique était devenu tellement primordial à ma carrière
qu'en fait, moi, quand je me regardais dans un miroir, je me trouvais jamais assez bien. En fait, avec le recul, je pense que c'est normal. J'ai 13 ans, je sais même pas ce que je veux véhiculer. On doit créer une image de moi, mais à la fois, c'est pour ça que je me dis qu'à 13 ans, commencer aussi jeune, c'est assez difficile. Pour perdurer, je parle. Et moi, il y a un passage, je vous avoue, qui m'a assez interpellée dans le livre. À 15 ans, donc vous êtes sur l'enregistrement de votre deuxième album qui est Sans filtre. Ouais. On vous propose pour vous rebooster un sachet blanc présenté comme des vitamines. Et très vite, vous vous rendez compte que ce n'est pas des vitamines. Et quand vous en parlez, on en fait un non-sujet. Pourquoi à ce moment-là, on ne vous écoute pas et on minimise la chose? Ce moment, il a été très marquant pour moi parce que je suis en enregistrement studio pour cet album. Je suis avec des compositeurs, bien sûr, dont je tairai le nom. Et je suis seule avec eux à ce moment-là, pendant l'enregistrement. Et les compositeurs voient que je suis complètement épuisée, je suis très fatiguée. Et on me dit, mais tu veux tester ça? Et en fait, à ce moment-là, heureusement, j'ai la conscience de me dire, ma maman, elle m'a dit de ne jamais rien prendre qu'on me propose, en fait. Quelque chose qu'on me propose, généralement, tu ne prends pas les verres des autres. Ma maman m'a toujours dit, ça, c'est la règle d'or. J'en parle à ma maman me dit, non, on t'a pas proposé ça. Et en fait, à ce moment-là, la prise de conscience, tu l'as pas à 13 ans. Et t'en parles à la personne qui t'entoure, t'en parles à tes équipes. Et quand on te dit il faut pas en parler, c'est un non-sujet. On va pas faire du bad buzz sur ça, on va pas faire tout ça. Je dis mais je veux pas faire du bad buzz, juste en fait je ne veux plus travailler avec ces personnes. C'est différent. Ils ont essayé de mettre ma santé en danger. J'avais l'impression qu'en fait, dans ce milieu, tout est possible et qu'en fait il faut tout le temps se taire. Tu n'as pas le droit de dire ce que tu as vécu. Et que en fait, pour que tu sois aimé, il faut que tu rentres vraiment dans les cases, que tu ne dises rien, que tu sois sage, que tu prennes des cours d'interview. Et en fait, au bout d'un moment, ça devenait très difficile. Ça devenait très difficile. C'est comme très vite, on m'a sexualisée alors que je ne savais même pas ce que ça voulait dire. On a voulu faire de moi quelqu'un qui chante, qui danse, qui est tout le temps sexy. Mais moi, en fait, je voulais juste danser et chanter. Et en fait, c'était vraiment à chaque fois le marketing qui allait primer. Je me suis perdue. Et je croyais qu'en fait, on m'aimait pour mon physique. Donc j'ai joué de ce côté peut-être sexy. Et à la fois, je me suis dit, mais c'est un choc pour les gens qui m'ont connue hyper tôt. Donc c'est un peu compliqué. Et donc c'est là, à ce moment-là, où j'ai fait une pause avant de danser avec les stars, où je me suis dit, waouh, là, il va falloir que tu te reconnectes avec toi-même, que tu saches ce que tu as envie de faire. Assez compliqué cette période. C'est le moment où vous prenez votre décision. Celle de rompre votre collaboration avec quelqu'un. Vous dites l'adorer autant que vous avez peur de lui. Et vous parlez dans votre livre d'un épisode qui s'est déroulé dans une voiture, le moment de la dispute, et où on se dit les choses. Ouais, à ce moment-là, c'est très dur. J'en ai parlé dans le livre parce que c'est plus facile de l'écrire que d'en parler. Et ce qui s'est passé dans cette voiture, je pense que je m'en souviendrai un peu toute ma vie. Ça a été une période un peu traumatisante. Et heureusement qu'à ce moment-là, par contre, il y a eu ma maman. Parce que je crois que j'ai été une petite fille qui s'est effondrée dans les bras de sa maman comme si elle avait 5 ans. Je pense qu'à mon âge, je n'aurais jamais dû vivre ça. Vous voulez un mouchoir? Merci. Waouh. Je pensais pas pleurer ce matin. Ah ouais, c'est bon. Votre vécu, avez-vous pu le partager avec d'autres enfants de stars? On pense par exemple à Valentina ou d'autres chanteurs des Kids United qui ont un peu des parcours assez similaires. Est-ce que vous avez pu échanger avec eux aussi? J'ai pu échanger avec plusieurs enfants, justement stars, qui avaient vécu un peu la même chose que moi. Mais au final, c'est là où j'ai réalisé que ce n'était pas normal ce que j'étais en train de vivre, parce que pas tout le monde vivait ça. Je pense notamment à Lou, qui vivait pas du tout ça. Mais par contre, j'en ai parlé avec des autres qui ont vécu ça. Et j'ai compris que c'était un sujet assez tabou, que personne n'osait parler, que personne n'osait aborder. Et en fait, c'est pour ça aussi que j'ai longtemps hésité à écrire ce livre, parce que j'avais peur peut-être qu'on me ferme des portes parce que j'écris ce livre et que je dis tout simplement la vérité. Je pense que ce qui fait aussi une artiste, c'est son vécu. Beaucoup de personnes n'ont pas compris mon dernier album solo, qui était très triste, très à fleur de peau. Et en fait, ça a accompagné ce livre au final. Ça m'a beaucoup aidée. Ça a été une thérapie au final. Vous estimez que les enfants stars ne sont pas assez entourés finalement? Je pense que justement, beaucoup d'enfants stars sont très très entourés. Et ce qui fait que du coup, beaucoup de personnes décident à leur place. Mais à la fois, c'est normal parce qu'on est très jeunes. Mais je pense forcément que les enfants stars sont pas forcément bien entourés. Il faut plus choisir son entourage. Car forcément, c'est un milieu
bah, autour de toi, il va avoir de l'argent, il va avoir de la notoriété, il va avoir de la médiatisation. Et bah, c'est un milieu où forcément, il va avoir des gens qui sont là par intérêt. Les gens qui nous vendent mots et merveilles, on sait très bien que c'est éphémère. Mais par contre, il faut plus voir la chose long terme. Si on ne sait pas où aller, il vaut mieux attendre. Je pense qu'il ne faut pas commencer trop jeune. Vous décidez de prendre votre envol et de faire les choses comme vous l'entendez. Vous avez des prises de conscience durant cette période, notamment sur la gestion de votre argent. Et vous parlez que vous aviez une immaturité financière. Vous dites que vous avez voulu contenter tout le monde, dont vos parents. Mais comment être mature financièrement quand on a 14, 13 ans, 15 ans? C'est impossible. Je me rappelle quand j'ai touché ma caisse des dépôts, parce que moi, tout était bloqué jusqu'à ma majorité. C'était pas le jackpot, mais j'avais jamais eu d'argent sur mon compte en banque. Et forcément, mes premières intentions ont été de contenter en fait tous mes proches. Parce que j'avais envie de les aider, leur rendre tout ce qu'ils m'avaient donné. Mais j'ai senti aussi que j'ai beaucoup donné à des amis et j'ai eu une immaturité financière dans le sens où j'ai été très dépensière à ce moment-là. Mais à la fois, je le regrette pas aujourd'hui parce que je me dis, j'ai tellement travaillé, j'ai tellement... j'ai pas profité de ma jeunesse finalement. Et donc ouais, le jour de ma majorité, j'ai voulu faire mon anniversaire, j'ai voulu faire des choses que je n'ai jamais faites. Et j'ai voulu donner un peu aussi à ma famille. Parce que bah ils se sont saignés pour que je puisse vivre mon rêve quand même. En fait, j'ai fait des petites folies financières, mais qui ont fait que ça m'a appris aussi. Et au moins, je le fais plus après. Je me dis, au moins après, c'est bon, on met de côté, on fait les choses bien. Un homme vous permet de lancer votre renouveau, c'est Jack, Mhm. avec qui vous avez récemment fait le tube M'envoler. Comment a-t-il permis ce renouveau? Jack, on s'est rencontrés, c'était il y a 2 ans. C'était la dernière date de ma tournée, c'était à la Cigale à Paris. Et il était dans la salle. À la fin, il vient en backstage et je sais pas, on a eu un peu un coup de cœur où on s'est dit il faut qu'on collabore ensemble. Je pense qu'il a beaucoup accroché avec mon histoire, dans le sens où justement ce que je raconte dans ce livre, je l'ai jamais raconté à personne. Et j'ai senti que c'était un compositeur incroyable, qu'il avait beaucoup de talent et que personne ne voyait aussi son talent. Et je pense qu'à travers cette collaboration, on a voulu tous les deux beaucoup s'apporter. Ce coup de cœur musical a donné cette musique qui est M'envoler et on nous l'a tellement rendu que c'est parti sur un album. Et puis ça m'a beaucoup aidé pour la suite qui arrive aussi. Très souvent, quand un nouvel homme entre dans votre vie, tout de suite, parle de rumeurs, relations amoureuses. D'ailleurs, vous dites dans votre livre qu'il y a plein de personnes, plein d'hommes qui sont passés, ça va de Jack à Hugo Manos. Ah oui, on m'a mis en couple avec toutes les personnes inimaginables. Mais comme je l'ai toujours dit, de toute manière, on peut me mettre en couple avec toutes les personnes inimaginables. Justement, je suis quelqu'un de tellement discrète que personne ne saura rien sur ma vie privée. Mais parce que j'estime que c'est mon cocon, c'est mon jardin secret. Et j'estime que c'est la seule chose que je ne veux pas montrer à mon public. Ma maman m'a toujours dit cette phrase, vivons cachés, vivons heureux. C'est la seule chose qui me reste de un peu cocon, vraiment intime. Et en fait, ce côté intime, j'ai envie de le garder. En tout cas, Hugo Manos, c'est un des hommes avec qui vous vous montrez sur les réseaux, parce que vous avez une amitié très forte. Ouais. Il y a une différence d'âge entre vous. Et comment est née cette amitié? C'est vrai que ça, c'est un peu le schéma de ma vie. Je n'ai jamais eu des amis de mon âge, mais parce que justement, je pense que ça vient de ce côté, j'ai grandi très vite et du coup, beaucoup de prise de conscience très vite. La maturité, elle est différente. Hugo, en fait, ça a été un peu une évidence dans le sens où je l'ai rencontré pendant les Traîtres, je le connaissais pas du tout avant. Et en fait, j'ai trouvé tellement exceptionnel. J'ai trouvé que sur les réseaux, personne ne savait réellement qui il était. Mais en fait, c'est une personne tellement touchante. Et je me suis beaucoup reconnue parce qu'il a eu beaucoup justement de côtés aussi où il a été pas mal malheureux, il a eu une vie pas facile. Et en fait, j'ai une profonde admiration pour la personne qu'il est. Et là, récemment, il a vécu un épisode amoureux pas facile. Là aussi, vous l'avez accompagné suite à sa rupture avec Laurent Ruquier. Vous vous êtes retrouvés? Ouais, mais je pense que Laurent et Hugo, ils ont vécu une très belle rupture parce que je pense que justement, c'est des personnes qui sont toujours en contact, ils ont un chien en garde alternée. Et franchement, je pense que même moi, si un jour je vis une rupture, j'ai envie de vivre la même rupture parce que je trouve ça tellement beau et sain. Et quand tu t'es aimé autant d'années, tu ne peux pas te détester. Et je trouve ça beau de rester en bon terme et de s'aimer autant. À la fin de votre livre, vous témoignez sur ce qui vous est arrivé à l'été 2024. Vous êtes victime d'une tentative d'enlèvement à Nice. Comment allez-vous aujourd'hui suite à ça? C'est vrai que l'année dernière, j'ai vécu un épisode un peu traumatisant. Mais je pense qu'aujourd'hui,
justement, j'ai la chance d'être bien entourée et d'être bien accompagnée et je peux te dire enfin que ça va mieux. Quand on vit une tentative d'enlèvement, forcément on garde des séquelles dans notre quotidien. On va dire que quand tu sors tard le soir, t'as peur, mais c'est des traumas sur lesquels il faut faire face parce que sinon tu ne vis plus. La vie est trop courte pour ne pas la vivre pleinement. Il y a des traumatismes, mais il faut avancer. Et vous êtes accompagnée pour ça? Oui, je suis accompagnée et j'ai la chance d'avoir des amis aussi qui prennent soin de moi. Nous arrivons à la fin de l'interview. J'avais 2 dernières questions. Est-ce que mettre vos mots sur le papier n'a-t-il pas remué trop de choses en vous et notamment des douleurs du passé? Bien sûr, ça a remué tellement de choses en moi quand j'ai écrit ce livre avec Paola qui a brillamment mis en avant tous mes mots. Je pense que ça a remué beaucoup de choses, mais surtout, ça m'a aidé à accepter. Et je pense que je peux enfin dire que j'ai tourné la page. Quelle Carla espérez-vous être dans 10 ans? Dans 10 ans, je pense que j'aimerais être cette Carla heureuse comme elle est aujourd'hui. Il suffit juste de changer, faire des ajustements dans la logistique de ta vie et au final, tu vis peut-être ton rêve différemment aussi. Et j'espère vraiment procurer du bonheur aux gens comme ça. Je crois qu'on fait ce métier aussi pour partager des émotions. J'ai envie de continuer à procurer du bonheur. Merci beaucoup. Merci.